Bonjour, bienvenue à cette visite urbaine. Nous allons partir à Stein, où vous trouverez la transition écologique à tous les étages. Nous allons rejoindre l'équipe de Stein. Ils sont en partie déjà avec nous. Est avec nous Valérie Grémont, elle est la chef de projet à Stein. Et puis, nous aurons aussi le plaisir d'avoir Laurent Barrelier, il est son adjoint. Et puis le maire nous rejoindra. Normalement, Azzedine Taïbi est parmi nous. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous le savez, ce sont les élections à la présidence des conseils départementaux. Donc voilà, il est en chemin. Donc on devrait le retrouver dans quelques minutes, en tout cas plus sûrement après la vidéo que nous allons vous présenter maintenant. Cette vidéo tente de rassembler l'essentiel de ce projet de Stein et cette démarche très singulière. Ce qui est intéressant dans Stein, c'est ce qui a amené l'ANRU à retenir pour cette visite urbaine, c'est que c'est une démarche d'innovation, une démarche qui vise à promouvoir l'innovation sociale et environnementale. On va voir comment. Elle part d'un principe, c'est que dans le quartier, à l'échelle des quartiers, les ressources sont là. Il s'agit de partir avec ces ressources et ces acteurs dans une démarche de développement endogène. Donc, une méthode de travail singulière a été mise en place pour repérer, pour mettre en réseau et faire que tous les projets et les porteurs d'innovation soient présents et mobilisés sur le territoire. C'est ça que nous allons découvrir maintenant. Je rappelle, avant que nous visionnions cette vidéo, le fil d'échange, c'est qui vous permet, vous l'avez sur votre écran, qui vous permet pendant la vidéo, si vous le souhaitez déjà, de nous envoyer des messages et pour le débat qui suivra, de contribuer à ce qui nous intéresse, c'est vos questions, mais c'est aussi vos réactions, vos points de vue. L'équipe est là aussi pour rentrer en dialogue avec vous, et c'est Damien Bertrand, qui est le chargé de mission territoriale de 93 de Seine-Saint-Denis, qui sera le modérateur de ces échanges. Donc n'hésitez pas au fil et juste après la vidéo à nous les faire passer. Nous sommes ensemble pour très précisément 1 heure. Donc à 15 heures, le débat s'arrêtera, en sachant qu'évidemment, vous pourrez le poursuivre dans le Café des Gérus. Vous pourrez prendre rendez-vous, si vous le souhaitez, avec un certain nombre d'acteurs de ces projets sur le site des Gérus. Voilà, on monte tout le monde dans le bus et nous partons, ou en calèche, je ne sais pas très bien, enfin bref, nous partons en tout cas en direction de Stein pour vérifier que la transition écologique est bien à tous les étages. Alors l'ANRU 1 a démarré en 2003 et c'est réalisé sur pratiquement une bonne quinzaine d'années, donc ça a été un moment très très important. Les premiers sujets importants ont été celui de désenclaver le quartier. Il y avait nécessité de décloisonner, d'ouvrir le quartier à l'extérieur, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, de détruire, reconstruire de nouveaux logements, puisque une bonne partie des logements étaient, dans un état assez dégradé, de retraiter les espaces publics, c'est-à-dire les espaces verts, mais aussi de créer de nouveaux services publics et des équipements publics. Preuve en est, ici, nous sommes dans la structure de la Maison du Temps Libre, qui a été, un des éléments importants et moteurs de la première rénovation urbaine ici au Clos Saint-Lazare. Ce sont les habitants qui vont pouvoir mesurer l'importance de la requalification de leur quartier, tant sur la partie, urbaine, tant sur la partie sociale, économique. On a souhaité faire en sorte que ce projet de rénovation soit sur un périmètre beaucoup plus élargi. Pourquoi ? Parce que c'était aussi important de donner à voir que la rénovation urbaine
ne s'effectue pas forcément que sur un quartier du territoire de la ville, mais peut être enclin et en lien avec d'autres quartiers. D'où l'importance d'avoir travaillé sur un périmètre élargi, qui a été d'ailleurs validé, accepté dans le cadre du comité d'engagement, pour intégrer ce quartier, qui était aussi un quartier en souffrance, avec beaucoup de difficultés sociales, avec une population âgée pour qui il va falloir accompagner dans le cadre du relogement. Donc pour nous, c'était très cohérent. Et l'autre cohérence, c'est qu'on se retrouve sur le même axe du boulevard Stalingrad. Nous sommes ici au Clos Saint-Lazare. Et à peu près à même pas 500 mètres, nous arrivons directement sur le quartier de la Prêtresse. Donc pour nous, c'était cohérent. Tout ça pour vous dire que pour nous, le projet de rénovation, on l'a intégré avec un objectif de désenclaver certes les quartiers, mais de donner un projet beaucoup plus cohérent, beaucoup plus large, qui dépasse les frontières du quartier, et en l'occurrence du Clos Saint-Lazare. Je pourrais en dire autant sur le futur écoquartier qui va se réaliser tout près d'ici au Clos Saint-Lazare, le quartier des Tartres, et faire en sorte que justement ces deux quartiers puissent, je dirais, cohabiter, même plus que cohabiter, puissent avoir les mêmes fonctionnalités complémentaires, puissent, je dirais, bénéficier de services publics, d'espaces publics pour les habitants de l'ensemble du territoire. La prise de conscience et l'intégration des objectifs de transition écologique dans les projets d'ANRU 2, c'est évidemment une réponse aux attentes du territoire et puis surtout c'est une nécessité pour l'avenir de notre territoire. Il est temps aujourd'hui qu'on arrive à construire, qu'on aménage les territoires en fonction de ces enjeux de transition écologique. Donc ça passe par plusieurs choses, on va dire. D'une part, la nature en ville. Pour nous, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, les espaces publics notamment soient végétalisés pour, en particulier, répondre, comme je disais, à l'urgence climatique, apporter tout le bénéfice en termes d'ombrage notamment, de limitation des îlots de chaleur en particulier, et puis ensuite, oui, projet alimentaire territorial, économie circulaire. Sur le projet alimentaire territorial, on a effectivement un enjeu de retour à des questions de sécurité alimentaire, sur laquelle les élus d'aujourd'hui ne peuvent plus faire l'impasse. Donc il y a un enjeu pour nous à développer la capacité d'un territoire, le nôtre, que sur ce site-là par exemple, on ait de la collecte de biodéchets. Pour moi, le cycle là, il se boucle sous les yeux des habitants, quoi. On peut avoir de l'agriculture urbaine, de la production, de la consommation bien sûr, de la transformation, que l'ANRU 2 notamment permette ou conserve des espaces pour permettre ça, ça me semble un enjeu essentiel. Quand on peut réhabiliter, il faut le faire aujourd'hui, parce que la construction, c'est générateur d'énormément de gaz à effet de serre, donc privilégions autant que faire se peut la rénovation, la réhabilitation des bâtiments, détruisons le moins possible. Néanmoins, parfois c'est nécessaire, et quand c'est nécessaire, alors il faut aussi, et c'est un enjeu pour notre territoire, qui dispose d'une charte d'ailleurs de l'économie circulaire qu'on fait signer aux aménageurs, aux constructeurs, aux promoteurs, qui doit permettre, dans le monde dans lequel on est, dans l'économie de ressources dont on a besoin, qui doit permettre de limiter l'arrivée et le départ aussi de ressources pour la construction. Donc des bâtiments détruits, on doit pouvoir réutiliser le béton utilisé et l'ensemble finalement des matériaux qui sont disponibles dans ces bâtiments qu'on réhabilite ou qu'on détruit. On doit pouvoir les réutiliser dans les nouvelles constructions, quoi. Donc pour moi, il y a un enjeu majeur aussi autour de cette question d'économie circulaire, dans l'ANRU 2 en particulier, pour notre territoire d'une manière générale, quoi. Les espaces publics de demain ou d'aujourd'hui, ceux qu'on est en train de refaire là, notamment avec l'ANRU 2, ils doivent aussi permettre aux habitants une circulation plus
plus fluide, moins, comment dirais-je, moins polluante notamment. Hein. Ça veut dire ça aussi donner plus de place aux mobilités actives, donner plus de place au sport, à la capacité des habitants de s'emparer des espaces pour agir sans utiliser de véhicules. Donc voilà, oui, l'espace public de demain, il doit inclure la capacité pour les personnes de se déplacer de manière écologique. Donc l'équipe de la rénovation urbaine, c'est une équipe de 4 personnes et notre rôle c'est d'accompagner le maire dans le déploiement du projet de rénovation urbaine de Stains sur 3 quartiers, le Clos Saint-Lazare, la Prêtresse et l'Ursa. La transition écologique dans les projets d'aménagement, elle s'incarne à tous les niveaux et on a défini en fait sur chacun des quartiers une charte d'aménagement soutenable qui aide chacune des maîtrises d'ouvrage à intégrer des enjeux d'écologie dans leurs travaux et dans leurs projets, que ce soit au niveau du rafraîchissement, de la gestion de l'eau et de la participation habitante par exemple. Stains et Plaine Commune ont été lauréats en 2016 du programme d'investissement d'avenir, ce qui fait qu'on déploie aujourd'hui 6 projets autour de la transition écologique et du développement économique local qui accompagnent le projet de rénovation urbaine. C'est des projets très concrets qui répondent à des besoins des habitants. Donc on travaille à la fois sur d'autres manières de consommer avec le déploiement d'une ressourcerie, des manières de manger différemment, avec des projets agricoles en cœur de quartier, des projets autour des déplacements avec une plateforme de mobilité et aussi la question de comment est-ce qu'on construit autrement la ville avec le projet de réemploi du béton. Au sein de la rénovation urbaine, on a la chance d'avoir une maison des projets qui est située en cœur de quartier et qui est en rez-de-chaussée, donc elle est ouverte aux habitants. Et ça nous permet à la fois d'accueillir les gens et de les informer des projets et puis d'accompagner les porteurs. Donc par exemple sur le projet de collecte des biodéchets, on est un lieu d'approvisionnement en sacs biodégradables et on est aussi un relais pour les alchimistes qui peuvent nous trouver assez facilement s'ils ont un besoin. Donc la participation des habitants, c'est une attente forte des élus et du coup le fait d'avoir un lieu, ça nous permet vraiment d'être au plus près des habitants. Et ici en tout cas en ce qui concerne la transition écologique, les habitants sont très porteurs et demandeurs, donc il y a déjà des pratiques et des envies de faire, donc c'est à nous après d'y répondre et de nous adapter. Et les projets, ce qui est intéressant avec les projets de Stains, c'est qu'il y a une question autour du changement de pratiques de consommation, etc. Mais c'est aussi le changement des pratiques des acteurs publics qui est interrogé. Typiquement sur la question du réemploi du béton, on doit apprendre à faire différemment, à construire différemment. Ou sur l'alimentation, comment est-ce qu'on intègre des espaces agricoles dès le départ dans des espaces urbains. La Régie de quartier de Stains est une association et une entreprise d'insertion dont l'objectif est l'insertion professionnelle des habitants et de proposer des animations autour du cadre de vie pour les habitants. La Régie de quartier de Stains a été identifiée pour être le porteur de projet d'une ressourcerie qui sera créée en 2023 dans le quartier du Clos Saint-Lazare à Stains et dont les partenaires sont Seine-Saint-Denis Habitat, Plaine Commune et la ville de Stains. Tous les objets qu'on collectera, les vêtements, le textile, le mobilier, les livres passeront par une chambre froide pour lutter contre le phénomène des punaises de lit avant d'être triés et remis en vente aux habitants de la ville de Stains et autres et tous ceux qui souhaiteront venir. Donc l'atelier vélo qui pour l'instant est au sein des locaux de la Régie de quartier fera partie prenante du projet de la ressourcerie qui sera sur le Clos Saint-Lazare et qui ouvrira en 2023.
L'objectif de cet atelier vélo, c'est dans la lignée de la ressourcerie de proposer de réparer des vélos en utilisant au maximum des pièces d'occasion pour favoriser le réemploi et apprendre aussi aux habitants à réparer eux-mêmes leurs vélos. Ce projet d'atelier vélo fait partie d'une plateforme de mobilité dans laquelle sera recruté un conseiller mobilité pour comme son nom l'indique, conseiller les habitants sur les différentes propositions de mobilité qui s'offrent à eux sur la ville de Stains, autour des transports en commun, du vélo, des aides pour le permis de conduire, etc. Le troisième projet qui s'inscrit dans cette plateforme mobilité, c'est un projet de développement de la cyclo-logistique. Donc on a des salariés qui font des livraisons à vélo pour le compte de clients dans l'économie sociale et solidaire principalement, mais pas que. On livre par exemple du vin, des légumes et on a des partenariats avec les acteurs locaux. Et donc on fait des livraisons à vélo pour ces différents clients. La fabrique du Clos, c'est un démonstrateur sur le réemploi de matériaux et notamment du béton dans le cadre des programmes de renouvellement urbain. Plusieurs types de constructions qui sont testés dans cette parcelle. Du revêtement de sol, du mobilier urbain ou d'agrément, d'espace extérieur, et puis une petite construction, un local extérieur ventilé mais non chauffé, de type local de roues, ordures ménagères. L'expérimentation s'est déroulée durant toute l'année 2016. Ça a concerné la déconstruction de 2 immeubles, un bâtiment R+8 et un bâtiment R+4 du premier programme en rue du Clos Saint-Lazare. 80% du béton a pu être réemployé sur le site et donc seulement 20% ont été perdus au titre de l'expérimentation. Les ouvrages qui sont testés sur cette parcelle, ils sont testés techniquement pour voir si c'est faisable d'utiliser du béton issu de déconstruction pour produire des ouvrages neufs. Ils sont testés économiquement pour voir si le réemploi de béton a un intérêt économique. Ils sont testés sur le plan environnemental pour voir l'impact de ces démarches sur le bilan carbone des opérations. Et enfin, ils sont testés sur le plan social où on analyse à travers la réalisation de ces ouvrages le potentiel de développement de l'emploi local autour des activités de réemploi et puis l'acceptabilité de ces sujets par les habitants parce qu'on accorde une importance particulière à ce que le réemploi bénéficie au quartier, donc soit accepté par les habitants, crée de l'emploi local et puis ait un impact environnemental sur le programme de renouvellement urbain. L'idée à travers la démolition de la tour T6, qui est la dernière démolition du premier programme en rue, c'est de dupliquer cette expérimentation, donc de renouveler certains prototypes, d'en améliorer d'autres, en vue, encore une fois, de répliquer les prototypes qui auront été validés techniquement, économiquement, sur le plan environnemental, dont les résultats en tout cas auront été intéressants et validés par les maîtres d'ouvrage dans le reste du quartier. Donc la tour T6 servira à fournir du béton pour cette dernière phase de l'expérimentation et aux premières opérations de déploiement d'ouvrages construits en réemploi dans le quartier. On espère en faire du revêtement de sol, comme celui sur lequel je marche actuellement, pour équiper les espaces publics du prochain programme en rue, pour équiper les pieds de résidence, donc c'est du revêtement de sol piéton. On va s'en servir pour créer des mobiliers qui vont servir à l'agrément des espaces de pied d'immeubles. Donc ça peut être des jardinières, mais ça peut être aussi des murs de soutènement de nos futures clôtures résidentielles pour accompagner les programmes de résidentialisation dans le NPNRU. On va en faire aussi des petites constructions comme celle qui a pu être expérimentée ici pour le déployer dans le quartier et servir à la construction de locaux de roues, ordures ménagères, de locaux encombrants et peut-être d'autres types de projets ou d'autres types d'ouvrages qui n'ont pas encore été testés sur la parcelle mais qui pourraient trouver un intérêt à être déployés dans le cadre du programme NPNRU.
Ça nécessite de piloter de façon tout à fait différente les opérations. Alors évidemment de démolition, parce que dans ce cas-là on ne parle plus de démolition mais on parle de déconstruction sélective, où on va sélectionner avant la démolition les matériaux qu'on souhaite valoriser et intégrer dans des filières de réemploi. Ça nécessite du coup une technique de démolition modifiée par rapport à usuellement les opérations de grignotage qui sont pratiquées dans ces opérations. Ça nécessite aussi une approche différente des programmes de construction où on demande à nos architectes de travailler avec des matériaux déjà en place et pas de prescrire des matériaux neufs. Donc c'est vraiment toute la chaîne d'opération qui est modifiée et puis l'intervention des différents acteurs, les entreprises en phase de travaux mais aussi les architectes en phase d'études qui se trouvent bouleversés par ces pratiques de réemploi. Les Alchimies, c'est une entreprise de l'ESS dont la mission est de composter et de valoriser les déchets alimentaires en milieu urbain et en circuit court. Astin, c'est un projet assez particulier dans le cadre de la Société des Alchimies, c'est qu'on collecte pour la première fois les déchets alimentaires ménagers. Principalement, la société collecte les déchets alimentaires des professionnels, donc là c'est les déchets ménagers, c'est-à-dire les déchets que vous et moi pouvons produire. Et la petite particularité, c'est qu'on collecte ça avec un cheval. Donc il y a un cheval équipé d'une remorque qui parcourt le quartier 3 fois par semaine, qui collecte les points d'apport volontaires et qui les amène juste ici, donc à 300 mètres du quartier, 300 mètres à vol d'oiseau du quartier. Donc on est vraiment dans une logique de localité, de circuit court, et on le transforme en compost. Et ce compost, il a vocation à servir à des projets d'agriculture urbaine. Et comme vous avez sûrement pu le voir, il y a plusieurs projets d'agriculture urbaine aux alentours. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'insère. Donc les bacs, on les amène ici et on les transforme sur notre plateforme de traitement à travers un process qui est composé de 3 machines. 2 premières machines qui permettent de faire ce qu'on appelle le pré-traitement, c'est-à-dire de préparer la matière, de préparer les déchets alimentaires de façon à ce que ce soit une matière prête à composter. Et ensuite passe l'étape de traitement, donc c'est une autre machine qui permet de transformer un déchet en produit, d'hygiéniser le déchet afin d'en faire un produit. Il y a une montée en température qui se fait à l'intérieur de cette machine-là. Au bout de 14 jours, ce qui sort n'est plus du tout un déchet. C'est un produit qui demande qu'à être maturé pendant 4 semaines en tas de maturation. Donc il faut imaginer des gros tas de compost. Et à l'issue de ça, on a un compost mûr, mature, prêt à être utilisé dans les projets d'agriculture. Donc les fresques qui sont derrière moi, c'est un collectif d'artistes qui s'appelle Surface Total, qui est basé à Saint-Denis, qui fait ça, et qui est aussi responsable de designer un peu le nouveau graphisme de la ZAC des Tartres. Et on va retrouver plusieurs fresques de ce genre, en tout cas la même charte graphique sur plusieurs éléments dans la ZAC des Tartres. Tout kilo de déchets alimentaires qui est trié à la source et qui finit dans l'un de nos bacs, ce sera 1 kilo de déchets alimentaires qui n'ira pas en incinération. L'incinération, c'est souvent des usines qui sont à des centaines de kilomètres du lieu de production du déchet. Donc généralement, les déchets produits à Stains vont être incinérés en Essonne ou en Belgique. Et donc c'est tout autant de kilomètres diminués, quoi. Nous on collecte à 300 mètres d'ici, à cheval en plus, donc c'est un mode de collecte doux. Et on en fait du compost qui servira pour des projets locaux. Donc voilà. La ferme des possibles est une grosse auberge espagnole, ici, à Stains, où on porte un projet de boucle alimentaire biologique, locale et solidaire,
des mots de valeur qui veulent dire des choses très concrètes pour nous. Ici, on produit des fruits, donc pommes, poires, prunes, cerises, pêches, etc. Ensuite, on a des légumes et des aromates. La production est avant tout pour nos propres activités. C'est une ferme singulière parce que c'est une ferme d'insertion qui fait travailler des personnes en situation de handicap mental et des personnes en insertion professionnelle. On a un territoire en pleine transformation. Avec une rupture qui est de plus en plus rapide. On a des nouvelles populations qui arrivent et des gros projets de rénovation de nos quartiers existants, notamment avec l'ANRU. Il y a plusieurs enjeux sur ce territoire. La première, c'est comment on va faire vivre les gens ensemble. Et le second sujet qui nous est cher, c'est la question de la gouvernance alimentaire et la question de bien manger, manger durable, manger accessible. Novaedia est pour moi une mise en réseau d'acteurs du territoire. C'est une entreprise de territoire. Dans la coopérative, il y a des associations, il y a des salariés, la grande partie habitant le territoire de Plaine Commune. Il y a des bénévoles et il y a également des collectivités, la ville de Stains, le territoire de Plaine Commune et le département de Seine-Saint-Denis, ainsi que la région Île-de-France qui est partenaire, mais également l'ANRU, l'État à travers différents dispositifs, et il y a également des entreprises. Et tous ces acteurs travaillent autour d'un sujet qui est l'alimentation durable sur notre territoire. La question de l'accessibilité est un sujet assez complexe. À travers la question de l'accessibilité, moi je pense déjà aux canaux de distribution où les gens vont faire leurs courses. Il y a ce premier sujet. Ensuite, il y a la question du prix, mais il y a aussi la question culturelle et traditionnelle de l'alimentation. Et ensuite, il y a tous les préjugés qu'il y a autour de l'alimentation. Et le travail qu'essaye de faire Novaedia à travers toutes ces activités, c'est déconstruire les préjugés, réunir les gens autour de valeurs simples de partage, de santé et de durabilité de notre planète. Et on essaye de le faire avec des choses très concrètes. Exemple, le projet actuel que nous portons, c'est aller au pied des cités avec des produits bio, très concrets, avec une double tarification selon le quotient familial, donc fait avec les villes, ou encore ouvrir des lieux de partage, des lieux d'ateliers. Comme ici, on va faire des ateliers de cuisine, des activités autour de la nature, autour des animaux, pour permettre à chacun de se sensibiliser, mais à travers une approche très ludique et pas moralisatrice. Nous avons aussi la cantine de la ferme des possibles, qui est un restaurant qui veut justement expérimenter de la graine à l'assiette avec notre ferme également ici. Et ce restaurant est ouvert la semaine pour les salariés des entreprises du territoire et va ouvrir le week-end pour les habitants. On a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'éducation à l'alimentation des adultes par l'enfant. Et un truc très intéressant, c'est la sensibilisation par des personnes en situation de handicap, par des jeunes de nos quartiers populaires qui sont aussi vecteurs de connaissances, de savoir-faire et peuvent le transmettre au grand public. Alors la ZAC des Tartres, c'est un long projet qui a mis un certain nombre d'années à voir les premières opérations se réaliser. C'est un projet d'aménagement avec des caractéristiques assez classiques en termes de programmation. Finalement, il y a du logement avec 2200 logements, un collège, 2 groupes scolaires, un sur Stains et un sur Pierrefitte, et une zone d'activité de 10 000 m² à peu près. Donc là, on est sur un projet d'aménagement classique. Là où il se différencie un peu des autres, c'est que sur 33 hectares de ZAC, aujourd'hui, on crée 24 hectares d'espaces publics. On a défini un plan guide d'aménagement de ces espaces publics en 2019 qui valide finalement les grandes lignes qu'on va poursuivre sur l'ensemble du projet. Ces grands principes, ils se déclinent à partir d'un cœur vert, qui est un cœur vert agricole et un cœur vert qui se décline entre des parcelles agricoles et des jardins familiaux, et de part et d'autre des grandes plaines. On a déjà réalisé un certain nombre d'opérations de relogement de certains quartiers. Donc derrière moi ici, on a le projet de relogement du Clos Saint-Lazare,
Donc certains habitants sont déjà installés sur le projet des Tartres. Et derrière, on a un phasage qui fait qu'on réalise des opérations de logement jusqu'en 2026. Finalement, c'est ce qu'on voit aussi derrière moi, c'est les prochaines phases de réalisation. En ce moment, on est en train de réaliser l'opération 8D qui est menée par SSDH. Et comme ça va être phasé le projet d'aménagement avec à terme donc 2200 logements sur toute la ZAC, dont une partie évidemment en logement social, une partie en accession et une partie de logements à vocation étudiante. Donc dans le projet d'aménagement, dans la phase de réalisation du plan guide, on est resté sur les grands principes de la ZAC des Tartres et du Clos Saint-Lazare qui étaient de désenclaver les quartiers. Donc le plan guide il propose effectivement de créer une armature de voies, notamment entre le Clos Saint-Lazare et la ZAC des Tartres et le pôle gare Saint-Denis-Université, à partir de grands axes. Donc on a 4 grandes promenades qui viennent faire le lien avec le Clos Saint-Lazare et la cité Jardin d'Austin vers Saint-Denis et qui permettent vraiment de proposer des nouvelles mobilités, notamment via des cheminements piétons, actifs et cyclables, qui permettent vraiment de faire une continuité entre les aménagements du PRU, du NPNRU et de la ZAC des Tartres. Ces aménagements-là, ils se retrouvent aussi dans les espaces publics et dans les propositions de parc, puisque la première partie qui est réalisée, qui est une grande plaine, s'adresse directement au Clos Saint-Lazare, de manière à vraiment proposer un premier espace public aux habitants du Clos Saint-Lazare. Eh bien voilà, nous avons profité de cette aventure et de cette visite urbaine à Stains. On a découvert toute une série de projets sur lesquels je vous propose de revenir. Et évidemment, merci d'abord, Monsieur le maire, de nous avoir rejoints. Je sais que votre journée, comme beaucoup de vos journées, sont très tendues. Donc voilà, j'espère que le vote s'est bien passé au Conseil général, enfin au Conseil départemental, pardon. Merci de nous rejoindre. Donc Azedine Taibi est avec nous, Valérie Grémont, la chef de projet, est aussi avec nous, et donc Laurent Barrelier qui est son adjoint. Tous les trois, c'est une équipe que nous rejoignons maintenant pour entrer peut-être encore plus précisément dans cette démarche très innovante qui est celle de Stains. J'ai déjà toute une série de préoccupations qui arrivent par le fil de discussion. Je rappelle à tous ceux qui sont en ligne avec nous que pour discuter, débattre, échanger avec l'équipe projet, avec Monsieur le maire, il vous faut passer par le fil de discussion. Et Damien Bertrand, qui est donc le chargé de mission territoriale de Seine-Saint-Denis pour la Seine-Saint-Denis à l'ANRU, me fait repasser, et donc avec lequel je vais pouvoir échanger, et je vais pouvoir vous poser un certain nombre de questions. Voilà. Pour la modalité, donc tous les participants, n'hésitez pas, envoyez-nous vos réactions après avoir vu ces multiples innovations, expériences de Stains. Peut-être une première question un peu générale, mais on sent bien qu'il y a là, avec l'ANRU 2, à la fois une continuité dans les projets de Stains, mais aussi un changement un peu de philosophie. Je ne sais pas si le mot vous conviendra. En tout cas, une réflexion renouvelée sur ce territoire, ces quartiers, et sur les ressources, en fait, sur un travail avec le potentiel local. Comment est-ce que vous faites pour identifier, je dirais, pour révéler ces ressources du quartier et développer autant de projets dans toutes les directions? Quelle a été votre méthode pour identifier et révéler ces ressources du quartier? Bonjour à vous toutes et bonjour. Ravi d'être avec vous et puis de pouvoir échanger. Alors déjà, les ressources que nous avons sur le territoire de Stains et plus largement sur le territoire de la commune, mais là sur Stains, elles existaient déjà depuis très très longtemps. Je pense que ce qui a été assez important et ce qui a permis en tous les cas pour nous de franchir un nouveau pas entre l'ANRU 1, pour être très court, et l'ANRU 2,
a été de mettre, je dirais, le curseur assez haut en matière de volonté politique au sens propre du terme, y compris en intégrant dans notre réflexion globale, comme vous l'avez dit dans cette démarche à la fois philosophique et politique, toute la notion autour de la question de l'écologie, de la transition écologique. Pourquoi? Parce que je reste, et je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs en tant que maire, mais je reste intimement convaincu que c'est dans les territoires populaires et enseignement territoire, je dirais, où la classe ouvrière était très forte, et c'est le cas ici à Stains, où justement la question, la préoccupation de la transition écologique doit être au cœur de notre projet. Donc on a, je dirais, de manière, je dirais, volontariste, mis en place cette priorité, à côté bien évidemment de toute la question de la transformation sociale, de l'accompagnement en matière de justice sociale. Pourquoi? Parce que, y compris avant d'être maire, j'ai fait partie des élus où je me suis très rapidement rendu compte que justement c'est dans les territoires populaires où la fracture écologique était très forte. Et c'était là où justement les habitants en avaient le plus besoin. Et quand on a identifié un petit peu toutes les ressources, pour revenir sur votre question, qui existaient sur le terrain, bah, naturellement, les actrices et les acteurs, d'abord ceux du terrain, il a fallu, et ça c'est aussi important, et je pense que c'est la cohérence qui permet de rendre un projet, de donner corps à un projet, il a fallu aussi être accompagné de d'autres acteurs qui n'étaient pas forcément du terrain, mais pour moi, il n'y a pas de, je dirais, il y a pas de contradiction. C'est de s'appuyer à la fois sur les acteurs du terrain, celles et ceux qui nous ont accompagnés, je pense en particulier avec le projet des alchimistes, etc., et donner un sens d'un projet partagé avec la population. Je peux vous dire, y compris dans un quartier comme le Clos Saint-Lazare, un quartier très important, qui parfois et malheureusement a toujours été stigmatisé, pas forcément dans le bon sens du terme, et ben on s'aperçoit que l'innovation sociale et l'innovation écologique étaient, somme toute, très naturelles et vraiment très forte, appuyée par les habitants et par les associations. Alors, oui. Oui, non, mais c'est simplement parce que je profite de que vous abordiez cette thématique des habitants, parce qu'il y a une réaction, une question. Finalement, quelles sont les réactions des habitants? Je lis simplement ce qui nous arrive par le fil de discussion face à ces innovations, d'avoir des personnes à cheval, d'avoir de l'agriculture, d'avoir de la réparation, comme ça. Ce sont des innovations qui ont été immédiatement bien comprises et bien perçues. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas eu de réaction. Quand on parle de réaction, ça veut dire que les gens sont un peu surpris. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas eu de réaction. Au contraire, ça a été pour beaucoup d'habitants, parce que je rappelle que dans nos quartiers populaires, et c'est le cas à Stains, beaucoup d'habitants sont issus je dirais, de régions, de pays où très majoritairement c'était des régions, je dirais, paysannes, etc. Donc, moi, je me souviens, je vais vous donner un exemple. Quand pour la première fois nous avons inauguré la mise en place de l'opération avec le cheval, il s'appelle Keter, c'est ça, Keter? Quand on a présenté justement cette démarche avec le ramassage des déchets au travers du cheval, je me souviens d'un retraité de presque 80 ans qui venait d'un pays subsaharien et qui me disait, mais j'ai l'impression de retrouver ce que j'ai vécu quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent et quand j'ai quitté mon pays, parce que je suis issu d'un milieu, je dirais, de paysanne. Il s'est retrouvé, je dirais, dans un élément, voilà, il s'est même proposé de donner un coup de main, etc. Donc je pense qu'il y a eu quelque part une certaine fierté pour beaucoup d'habitants, parce que beaucoup sont issus, enfin en réalité nos habitants ici à Stains, que ce soit ceux qui viennent des régions françaises ou qui viennent d'autres pays, très majoritairement du monde, je dirais, du monde paysan. Et ça a été vécu comme une certaine fierté. Et je reste convaincu que l'expérience autour je dirais, de la collecte des déchets avec le cheval que nous avons maintenant ici en pension, ici à Stains, en tout cas tout près de Stains, et il devrait normalement rejoindre notre ville, est vécu comme quelque chose de très, très positif. Et on doit justement, parce qu'on est en milieu très urbanisé, justement accélérer ce mouvement, parce que ça fait partie justement de cette démarche de transition écologique, à la fois s'appuyer sur l'apport humain, l'apport des habitants, mais aussi l'apport à la fois des animaux, de son environnement, et ça peut être un élément important. Et pour être très, très rapide, la Ferme des Possibles, qui est un partenaire
extrêmement précieux. Et tout à l'heure, j'ai eu le plaisir d'écouter Mohamed Benabali qui est intervenu pour présenter la ferme des possibles. Là aussi, une bergerie est en train de se constituer et ça va être aussi un élément, je dirais, structurant, innovant, qui n'a pas, voilà, qui au contraire a eu un écho très favorable de la part des habitants, qu'ils soient enfants, jeunes ou même adultes ou seniors. Alors, comment faites-vous pour réunir les talents? Parce qu'on a vu beaucoup de talents arriver, il y a un peu de l'initiative à tous les étages, j'allais dire, si je reprends le titre. C'est l'équipe qui vous permet, avec Valérie Grémont et Laurent Barolier, de vous mettre en relation avec des talents, avec une espèce de jeunesse innovante, là, parce que vous parliez des anciens à qui ça rappelait des souvenirs, mais on a l'impression aussi qu'il y a une forme de militance, ou en tout cas de gens qui viennent trouver là une terre fertile pour des projets nouveaux. Comment est-ce que vous rentrez en relation avec toutes ces innovations? Valérie Grémont, peut-être? Enfin, je profite de sa présence. Pardon, monsieur le maire. Peut-être c'est l'échelle intercommunale aussi qui est très aidante, parce que les acteurs qui sont sur le territoire, comme la régie de quartier, sont eux en réseau avec les autres régies de quartier de l'intercommunalité ou de la Seine-Saint-Denis. Mais par exemple, les acteurs comme Bellastock ont démarré leur chantier de réemploi à l'île Saint-Denis sur les anciens entrepôts du Printemps et des Galeries Lafayette. Et puis, en montée en compétences, ont proposé leur service pour le projet de rénovation urbaine de Stains. Et parallèlement, c'est aussi l'appui très conséquent du programme d'investissement d'avenir du PIA, qui à la fois nous permet de préfigurer des projets et donc de solliciter les partenaires qui eux-mêmes travaillent en réseau. Autant les alchimistes travaillent dans leur réseau, Bellastock dans le sien. Et ça a permis quand même de financer une ingénierie d'accompagnement pour amorcer l'ensemble des projets, solliciter les partenaires. Et puis maintenant, une fois que les projets ont bien avancé, pour pouvoir les faire atterrir d'un point de vue opérationnel. Et donc, c'est vrai que cette ingénierie d'accompagnement est très, très utile. Je pense que la seule équipe de rénovation urbaine ne pourrait pas faire ça et porter le projet urbain. D'accord, donc c'est vous qui animez les liens finalement entre ces équipes. Je suppose qu'elles se connaissent et qu'elles se complètent dans leurs activités sur le terrain. Je voudrais venir, enfin, mais monsieur le maire le fera s'il veut compléter, sur finalement les énergies citoyennes. On sent bien qu'il y a des énergies qui font que les projets existent économiquement, existent scientifiquement, il faut trouver des filières, etc. Et comment est-ce que vous mobilisez les énergies citoyennes de ce quartier, puisqu'elles existent, vous le disiez. Il y avait des savoir-faire visibles, et puis il y a des savoir-faire invisibles. Vous avez regardé aussi de ce côté-là. Comment est-ce que vous travaillez sur ces énergies et les potentiels des habitants et des citoyens de ce quartier? Déjà, ça revient un peu à ce que disait Valérie tout à l'heure. Le fait d'être dans un territoire à l'échelle de pleine commune qui a permis, je dirais, de créer cette dynamique très forte. Et cette dynamique, bien évidemment, elle est aussi très forte ici localement. Elle s'appuie sur les énergies citoyennes, mais elle s'appuie aussi derrière sur la mise en œuvre et le suivi d'équipes très compétentes. Et voilà, moi, je prends toujours du plaisir à travailler avec l'équipe de l'UTRU ici à Stains, qui accompagne cette ambition que l'on partage. Ensuite, sur les énergies citoyennes et sur la mobilisation citoyenne, très franchement, il n'y a pas de recette miracle. La seule, je dirais, la seule recette qui me semble, moi, forte à mettre en œuvre au quotidien sur la ville, c'est de faire en sorte que les projets soient véritablement des projets partagés, co-construits avec les habitants. Et c'est de cette façon-là que, ici, à Stains, de manière, je dirais, très pragmatique sur le terrain, que les projets peuvent trouver, en tous les cas, un écho favorable, un suivi de la part des habitants. Je pourrais parler des projets autour de l'agriculture urbaine, des friches que l'on a, je dirais, réutilisées, réemployées avec les habitants. Et il n'y a pas de recette miracle. Dès lors que les projets n'arrivent pas de manière ficelée, comme ce fut le cas, je pense qu'il y a eu une période
qui a été très, très importante, où on avait tendance à penser que les habitants nous déléguaient quelque part leur pouvoir d'agir, etc. Moi, je crois très sincèrement au pouvoir d'agir de la part des citoyens. Après, les équipes des techniciens, l'équipe municipale, c'est ce que je dis souvent à mes élus, doivent accompagner, je dirais, cette volonté de se mobiliser, parce qu'en réalité, les premiers experts dans nos territoires populaires, ce sont les habitants. Et voilà. Et je pense que peut-être aussi sur Stein, vous savez, les partenaires qui sont venus nous rencontrer, alors, comme l'expliquait Valérie, c'est lié aussi à la dynamique qui a été enclenchée depuis de très nombreuses années ici sur le territoire de Pleine Commune. Mais je pense qu'en même temps, les partenaires, moi je me souviens la première fois quand j'avais rencontré les alchimistes ou bien d'autres partenaires, ils sentent qu'on est dans une démarche très volontariste, avec pas forcément beaucoup de moyens, mais que l'on croit que dans nos territoires, on peut transformer un certain nombre de choses, y compris au travers de la transition écologique. Bah, du coup, notre territoire il devient attractif dans le bon sens du terme. Et c'est un peu cette connexion qu'il faut vraiment établir. Et alors, je le dis parce que avant d'être maire et avant d'être élu, j'étais pendant très longtemps professionnel et militant de l'éducation populaire. En fin de compte, dans nos territoires, il faut redonner du sens à la démarche de la participation des habitants, et ça passe par de l'éducation populaire, et c'est ce qu'on essaye modestement, en tout cas ici à Stein, de construire tous les jours. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Parfois, il y a de très très belles réussites, et parfois il y a des échecs, mais il faut savoir aussi, à partir de nos quelques échecs que nous pouvons rencontrer, voir de quelle manière on peut rebondir pour retravailler et redonner de l'énergie auprès des habitants. Alors, j'ai 2 ou 3 questions qui sortent un peu de ce qu'on vient d'évoquer, mais qui sont complémentaires. Le film termine par le projet de ZAC des Tartres, et donc qui est voisin du clos Saint-Lazare. Hein. C'est des quartiers des espaces qui se touchent, quoi. Alors, la question, c'est: n'avez-vous pas peur de produire une ville à 2 vitesses avec 2 quartiers coupés l'un de l'autre? C'est vrai qu'il y a une différence de bâti, hein, à l'évidence, hein, puisqu'il y en a un qui est en train de se construire de façon récente, etc., autour d'un parc, j'ai bien compris. Et puis, il y a le quartier qui est existant, qui est réhabilité maintenant. Comment faites-vous pour faire le lien, pour relier ces 2 espaces qui vont avoir des temporalités différentes, celle d'aujourd'hui et je dirais celle d'hier, des années 60 ou 70, je sais pas quelle est l'origine du quartier, mais disons 60. Fin des années 60. Comment est-ce que vous pensez cette complémentarité, à la fois en termes de population, d'occupation, mais aussi d'urbanisme, évidemment? Alors évidemment, sur ce sujet, c'est un sujet très important, et bien évidemment, l'objectif de créer un nouvel écoquartier à côté du quartier historique et le clos Saint-Lazare, l'objectif, c'est pas de mettre, je dirais, en concurrence ces deux quartiers, ou de créer les conditions d'un face-à-face. Au contraire, nous, en tous les cas, moi, je l'ai réfléchi de manière très globale, avec mon équipe, mais aussi avec Pleine Commune et puis l'ensemble des partenaires, avec l'idée de dire que oui, c'est un nouveau écoquartier qui va se construire à côté du clos Saint-Lazare, mais il faut y voir une cohérence. Un exemple, dans ce nouveau écoquartier, on aurait pu faire le pari de créer, je dirais, un nouveau pôle d'activité commerciale, c'est-à-dire un nouveau pôle commercial, de commerce, etc. Pas du tout. On a justement un pôle commercial qui est sur la place Mandela avec 7 cellules commerciales. L'idée, c'est de faire en sorte que c'est l'usage à la fois sur la partie économique, mais aussi sur la partie des services publics, mais aussi sur la partie des espaces publics, soit des usages partagés entre les habitants. Alors là, c'est un gros travail qu'il faudra mener, et ce travail-là, il ne pourra pas être mené simplement par nos techniciens qui sont sur le terrain et par les élus. Ce travail, il va falloir qu'on le mène avec les habitants. Je vous donne un exemple très concret. Nous avons construit une nouvelle école sur le nouvel écoquartier des Tartres, l'école Lucie Aubrac, qui va accueillir, je dirais, quand il sera bien rempli, 19 classes élémentaires et maternelles. L'objectif, pareil, c'est de retravailler la carte scolaire. Et je le dis parce que je connais d'autres projets qui se sont réalisés dans d'autres villes, et la démarche n'a pas du tout été la même. Ils ont préféré se dire c'est un nouveau quartier avec des nouveaux habitants, avec des usages particuliers. Donc l'idée, c'est même au travers, je dirais, de la place de l'éducation, au travers de nos écoles, c'est de créer une mixité
entre le quartier qui existe au Clos Saint-Lazare, un quartier qui a maintenant pratiquement 50 ans quand même, donc il y a encore des habitants qui vivent au Clos Saint-Lazare qui sont quasiment nés ici au Clos quand ils sont quand leurs parents sont arrivés, et puis d'y associer les nouveaux habitants des Tartres, puisque dans ce quartier, ça a été prévu, donc je ne vais pas revenir dans le détail, dans ce nouveau écoquartier, il y aura, je dirais, de la construction de logements diversifiés, accession sociale, logements sociaux et puis d'autres logements type étudiants ou certainement une résidence de personnes âgées. Et l'idée aussi, c'est de faire en sorte que dans les futurs acquéreurs, il y ait aussi des Stanois qui puissent, en tous les cas, accéder à la propriété ou y être logés dans le cadre du logement social. Donc, si vous voulez, ça se réfléchit, ça se travaille bien en amont. Alors, évidemment, il ne faut pas se couper là-dessus. Il ne s'agit pas de créer un quartier qui tourne le dos au quartier existant. Il faut le voir, je dirais, comme une partie de la ville qui est en train d'être créée, un nouveau quartier qui se crée, mais qui est complètement, je dirais, rattaché et complètement cohérent avec le reste de la ville. Alors, on parle du Clos, mais je pourrais parler aussi de la Cité-Jardin, qui est pas très loin, mais je pourrais parler aussi tout autant des quartiers qui sont situés du côté de Sagny et de Pierrefitte. C'est donner de la cohérence. Donc là, je dirais, c'est à la fois une responsabilité des équipes municipales et de la mienne ici à Stains, une responsabilité aussi des techniciens et de le faire avec les habitants, soit avec le tissu associatif, soit avec les habitants qui sont volontaires pour travailler dans ce sens-là. Alors, deux questions, une pour vous, monsieur le maire, elle concerne, et puis une pour Laurent Barollier. Une qui concerne la place de la voiture dans le quartier. Dans les étages de la transition écologique, me dit-on, il y a aussi la place de la voiture dans le quartier. Comment envisagez-vous son évolution dans les années à venir? Comment soutenir des mobilités plus durables? Et puis la question, j'enchaîne avec la question, comme ça il prépare sa réponse pour Laurent Barollier. Je voudrais qu'on revienne simplement sur l'apport du programme d'investissement d'avenir dans la démarche de transition écologique que vous menez pour qu'on arrive à bien identifier quels sont les projets. Il y en a tellement, je ne vais pas refaire la liste, mais pour ce que ça vous a permis de faire en parallèle, évidemment, de votre démarche de renouvellement urbain. Monsieur le maire, sur la place de la voiture. Votre question, elle est très, très importante. Et d'ailleurs, l'enjeu de développer la mobilité ici sur Stains, mais plus largement sur le territoire, est pour nous un enjeu extrêmement majeur. Un enjeu que l'on n'avait pas forcément priorisé, voire même identifié dans le cadre de l'ANRU 1. Dans l'ANRU 1, on était évidemment beaucoup plus orienté sur, je dirais, la volonté de décloisonner les quartiers, de créer de nouvelles voiries, de faire en sorte que le Clos Saint-Lazare ne soit pas replié sur lui-même. Donc, voilà, on était davantage dans cette dynamique, dans la dynamique aussi de démolition, reconstruction, de créer de nouveaux équipements publics ou en tous les cas de conforter des équipements publics existants. Là, la question de la mobilité, et si je peux me permettre, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément insisté lors du premier comité d'engagement qui s'était déroulé en juillet 2019 à l'ANRU. Ce sera pour moi, quelque part, la clé de réussite de ce nouveau programme de rénovation urbaine. Ça passera par la mobilité. Moi, je reste convaincu que dans ma ville, mais c'est le cas, je pense que c'est le cas aussi en Île-de-France, que plus on réduira la place de la voiture, plus on sera, je dirais, totalement cohérent dans cette démarche de transition écologique, mais aussi dans cette démarche de veiller à la santé publique, qui est quand même extrêmement dégradée dans nos territoires populaires. Mais la condition, à côté de ça, si on veut réduire la place de la voiture, et c'est ma conviction forte, ici à Stains, y compris dans le nouveau écoquartier, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait davantage de transport public. Et d'ailleurs, sur la partie ANRU 2, nous avons priorisé avec les communes, et on en a beaucoup discuté avec l'ANRU, et puis avec les autres partenaires, je pense au conseil départemental, le fait qu'il y ait la création d'un nouveau site propre dans un premier temps, et ensuite, on l'espère, la création d'un tramway pour à la fois permettre aux usagers d'utiliser davantage, je dirais, les transports en commun, d'être davantage dans une démarche de mobilité, même si on n'est pas très loin en réalité du métro de la ligne 13. Et ça nous permet en effet de trouver les conditions importantes pour réduire la place de la voiture sur notre territoire. Parce que
on est évidemment, au-delà du terme, très fortement pollué par la présence des véhicules qui ne l'étaient c'était pas le cas il y a encore 20-30 ans, quoi. Et ça, c'est un enjeu majeur. D'accord. Laurent Barolier, sur le programme d'investissement d'avenir et ce qu'il a permis. Je rappelle qu'il nous reste exactement 6 minutes. Vous savez qu'on est très à l'heure dans ces GRU pour des raisons de faisceaux qui nous sont donnés. Donc, peut-être sur l'apport du programme d'investissement d'avenir, puis on reviendra sur une ou deux questions, notamment autour du réemploi des matériaux qui intéressent beaucoup sur la manière dont vous conduisez cette démarche. Alors d'abord sur le programme d'investissement d'avenir, Laurent Barolier. Oui, donc le lien entre le PIA et la transition écologique, je pense que ce qui est intéressant dans le PIA, c'est que c'est pas simplement de l'écologie pour l'écologie, c'est vraiment lié avec des questions d'accessibilité en termes de prix pour les habitants dans tous les projets qu'on porte. Il y a une question de participation et de pouvoir d'agir, parce que dans chacun des projets, les habitants ont leur place. Et puis c'est aussi des projets de développement économique local, au-delà de l'écologie. Et c'est ça qui est assez intéressant. Après, sans revenir dans le détail sur chacun des projets du PIA, puisqu'on les a déjà un peu vus dans la vidéo, je pense que sur l'axe de la consommation alimentaire, au-delà des jardins partagés et des exploitations agricoles, ce qu'on veut expérimenter, c'est une filière agroalimentaire, enfin de la production jusqu'aux déchets, donc ça c'est plutôt intéressant. Pareil, on vient d'en parler, les transports et la mobilité. L'idée, c'est de sur tous les freins au changement de pratique, quand on parle de pratique de mobilité durable, agir aussi sur les questions des freins psychologiques à la mobilité. Et donc, c'est aussi le sens d'une plateforme qui a plusieurs types de services et aussi du conseil. La ressourcerie, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer, mais là aussi, l'idée, c'est pas seulement traiter du déchet ou traiter des produits à jeter, mais plutôt éviter de trop consommer dès le départ et être dès le début dans une démarche de consommation différente et de réemploi. Et puis, au-delà des habitants qui sont déjà engagés dans ces pratiques-là, il y a aussi tout le travail côté professionnel, en fait, de changer de même de pratique. Et je pense que c'est le cas dans le réemploi du béton, parce que c'est comment est-ce qu'on construit moins et comment est-ce qu'on construit différemment. De la même manière, le dernier projet du PIA, le logement en coût global, comment est-ce qu'on essaie de raisonner à 60 ans ou à 70 ans sur les coûts de construction, en essayant d'être sur des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie, en fait, et qui permettent d'économiser sur le long terme. Donc, je pense que c'est tous ces points-là qui sont intéressants. Dans les 2 ou 3 minutes qui nous restent, sur cette filière de recyclage des matériaux, on me dit, peut-on imaginer un jour reconstruire des logements avec les produits de la démolition? Comment est-ce que vous envisagez, on a vu cet espace-là, cette fabrique du clos que vous aviez lancée, ou est-ce que vous en êtes dans cette démarche qui a montré que sur certains espaces, on pouvait l'utiliser? Alors là, la première phase a permis de réaliser des prototypes qui sont exposés dans une friche en quart de quartier. L'enjeu pour nous, là, à partir de l'année prochaine, c'est de passer à l'échelle, donc en fait d'utiliser le béton issu d'une tour démolie pour réaliser du pavement dans l'espace public sur une allée qui s'appelle l'allée de la Poste. Et donc là, on passe à une échelle un peu différente. Et en fait, parallèlement, on travaille à lever notamment les freins économiques et juridique en réemploi, parce que ça pose plein d'autres questions, et notamment comment est-ce qu'on transfère de la matière entre le bailleur Seine-Saint-Denis Habitat et plein de communes qui réalisent des espaces publics, et quelles sont les entreprises qui peuvent se positionner sur la question un peu spécifique de la finition des dalles en béton. Donc c'est à la fois un projet qui va être très visible dans le quartier, mais qui aussi un peu en back-office demande à beaucoup travailler avec les parties prenantes. Très bien. Alors, monsieur le maire, il va vous revenir non pas de conclure, mais d'inviter évidemment tout le monde à venir à Stains découvrir la richesse de tous ces projets. Peut-être un mot, si vous aviez un conseil à donner pour travailler sur ces ressources. On a démarré par là, pour les identifier, pour les révéler. Est-ce que vous avez changé d'organisation de vos équipes? Vous avez changé de partenaire? Est-ce que ça a modifié finalement votre façon d'agir dans la commune et avec vos équipes, cette nouvelle manière de dialoguer avec les populations et avec les ressources du quartier? Quel conseil vous donneriez finalement à ceux qui viennent vous visiter?
Oh, je n'ai pas du tout la prétention de donner des conseils parce que allez, restons modestes, mais quand même. Voilà. Non, mais j'imagine, je suis persuadé, en tous les cas, les gens qui sont autour de l'échange ont beaucoup, à mon avis, beaucoup de projets et certainement beaucoup d'exemples très intéressants qui permettent de mettre au cœur de nos préoccupations la participation des citoyens. Bien évidemment, pour être très transparent avec vous, il a fallu, en fonction de cette orientation très forte, de mettre au cœur la participation des citoyens, tant sur la partie d'innovation, mais aussi sur la richesse que peuvent représenter les individus qui vivent dans un territoire. Il a fallu adapter, il a fallu bien évidemment, je dirais, recaler, je dirais réutiliser les forces importantes au sein de nos administrations, au sein des équipes. Et je pense que ça c'est important parce qu'il faut donner le cap. Il ne s'agit pas d'avoir une ambition et puis derrière d'avoir des équipes qui ne suivent pas forcément cette dynamique. Donc il a fallu en tous les cas l'adapter, y compris je dirais laisser encore plus la place aux acteurs associatifs sur le territoire. Et pour moi, je n'oppose pas les acteurs associatifs aux acteurs de nos services publics et des institutions. Au contraire, c'est toute la richesse et la complémentarité qui permet de donner un sens et de donner corps à un véritable projet de ville. Et au-delà d'un projet de ville, c'est un projet de vie, c'est un projet de société que l'on essaie, en tous les cas, de transformer ici à Stains, même si malheureusement les difficultés sociales, les difficultés économiques et puis parfois les questions politiques, elles sont parfois à contre-courant et elles sont davantage subies par nos populations que d'être un vecteur de transformation et d'émancipation. Donc il y a tout un travail à mener là-dessus aussi. Merci, pardon de vous couper. Je rappelle, merci à vous trois d'avoir éclairé notre lanterne. Évidemment, vous invitez tout le monde à venir vous voir. Je rappelle que pour poursuivre le débat, vous pouvez tout à fait aller au Café des Gérus ou prendre des rendez-vous. Vous le savez, la plateforme des Gérus vous permet de continuer cet échange et ce débat. Merci pour vos initiatives. Bon courage parce que c'est du permanent chez vous et bravo pour toutes ces innovations. On va suivre ce qui se passe à Stains et dans la ZAC des Tartres dans les prochaines années. À très bientôt à tous et puis rendez-vous dans les nouveaux ateliers des Gérus qui continuent à s'ouvrir et à vous alimenter en projets et en expériences. Merci à tous. Merci à l'équipe de Stains. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup.